Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises, quoi qu'il en coûte. Je veux que les choses soient très claires entre nous. Le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Qu'est-ce que je vais devenir? Attention, attention, il y a de l'opération coup de poing dans l'air là. La crise sanitaire que nous traversons est une forme de parenthèse. Et lorsqu'elle se refermera, la parenthèse du quoi qu'il en coûte se refermera aussi. Allez, on ferme la boutique. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. 9 972, c'est le nombre d'entreprises qui ont fait faillite au premier trimestre 2022, une hausse de 34,6% par rapport à 2021. C'est dans les ventes de détail que ça augmente le plus 83%, plus 33% dans l'automobile, entreprises de vente et de réparation. Avec la fin de l'activité partielle dans la restauration, le secteur plonge. Le nombre de défaillances a plus que doublé sur un an, 600 contre 285. Les salons de coiffure et instituts de beauté, plus 86% de défaillances. Des défaillances qui ont lieu un peu dans tout le pays, mais les plus fortes hausses sont dans les Hauts-de-France, plus 72%, et Bourgogne-Franche-Comté, plus 66%. Selon le journal Le Monde, la fin des aides et le début du remboursement des prêts garantis par l'État expliquent cette hausse ce nombre de défaillances à hausse. Des aides qui ont représenté 240 milliards d'euros au total sous forme de prêts, dont 145 milliards d'euros de prêts garantis par l'État à destination de 700 000 entreprises et de subventions. D'où notre premier débat. Hausse de 34,6% des faillites d'entreprises au premier trimestre. Est-ce la conséquence de la fin du quoi qu'il en coûte ? Et vous êtes 91% à dire oui sur Twitter. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Avec nous, quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on est toujours content d'avoir sur Sud Radio, Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris-Île-de-France. Bernard Cohen-Haddad, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Philippe, ravi de vous revoir, même si la situation n'est pas merveilleuse, vous l'avez invoqué Philippe, c'est pas la joie aujourd'hui avec les chiffres que l'on obtient. C'est sûr que c'est pas le Pérou. Est-ce que ce n'est pas maintenant, mon cher Bernard, qu'il va falloir commencer à payer le prix du fameux quoi qu'il en coûte ? Oui, effectivement, les chiffres sont mauvais, ils ne sont pas exceptionnels. On a connu pire, il faut quand même le reconnaître, dans la crise de 2008, 2009, 2010. Vous savez, la crise financière, où on avait quand même des subprimes, qu'on a la fameuse crise Madoff, où on était à 160 000 entreprises qui fermaient par an. Donc là, on est effectivement à des chiffres, j'allais dire, plus raisonnables. C'est toujours trop pour ceux qui sont sur le carreau, c'est toujours trop pour ceux qui perdent de l'argent, c'est toujours trop pour les salariés qui se retrouvent sans emploi, c'est toujours trop aussi pour les rideaux qui tombent, donc ça ne nous réjouit pas. Donc c'est effectivement le prix du quoi qu'il en coûte. Ceci étant, ça fait 2 ans, et je crois qu'il faut aussi être responsable, qu'on a soutenu des entreprises, même s'il est important, et comme entre nous, on n'a jamais la langue de bois, on n'a jamais soutenu des entreprises qui ne pouvaient pas l'être. Ça, il faut aussi le dire. Donc on a une accumulation de la dette, on a une accumulation de la dette fiscale, de la dette sociale, on a une accumulation aussi tout simplement des dettes liées au loyer, liées à un certain nombre de charges récurrentes, ça peut être l'électricité, et donc le fait qu'il y ait une retenue à l'achat, parce que Philippe l'a bien dit, c'est le commerce de proximité et une partie de l'industrie qui vend des biens qui est touchée, ça joue, donc cette perte de pouvoir d'achat a un effet induit aussi sur la consommation, et c'est bien ça le problème. Et je vous fais grâce de la crise ukrainienne qui vient rajouter un peu d'eau dans un vase qui est déjà assez plein. Philippe Bilger. Même pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste, Monsieur le Président... Mais vous êtes omniscient, Philippe Bilger, tout le monde le sait. Non, mais sérieusement, ce nombre de faillites est tout de même très considérable. Et est-ce qu'il est la fin du quoi qu'il en coûte, comme le dit notre animateur indépassable, ou bien est-ce que on pourrait aller jusqu'à dire que peut-être la période qui précédait faisait état d'avancées, de réussites qui était parfois artificielle. Est-ce qu'au fond, à votre avis, c'est en effet la fin du quoi qu'il en coûte, ou bien simplement le fait que le moment où on dépensait sans compter, eh bien, pouvait d'une certaine manière maintenir artificiellement des fragilités qui, en fait, se sont détruites après. Bernard Cohen-Haddad. Oui, cher Philippe, vous avez, j'allais dire comme toujours,
raison, en tout cas très souvent raison, c'est que la crise a accentué une évolution des modes de consommation. Elle a créé aussi une évolution dans la relation au travail avec l'arrivée du télétravail. Elle a eu une évolution sur les modes de consommation. Les consommateurs sont plus exigeants sur la traçabilité, ils sont plus exigeants aussi sur la capacité de s'approvisionner, ils sont plus exigeants aussi sur ce qu'ils achètent et le moment où ils achètent. Je vous rappelle qu'on n'a jamais eu autant d'épargne de précaution depuis ces 26 derniers mois et donc forcément on dépense beaucoup moins parce qu'on s'attend au pire et que le pire, aujourd'hui, on n'a pas confiance dans ceux qui peuvent vous prêter de l'argent, on a confiance sur ce que l'on a économisé soi-même, l'écureuil que nous faisons nous. Et donc ça a forcément une répercussion sur le commerce de proximité et ça crée bien entendu une perte pour celles et ceux qui étaient sur le fil du rasoir, c'est-à-dire qui pouvaient effectivement se maintenir dans une activité, j'allais dire, relativement chétive. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis, on a une concurrence qui a été extrêmement redoutable, où on a quand même sur 2021 plus de 20% d'augmentation du chiffre d'affaires de la vente à distance. Et donc, ça a une influence sur le commerce de proximité et donc l'achat de biens en B2B. Un petit coup de nostalgie, j'ai adoré quand vous avez parlé de l'écureuil, c'était l'ancien logo de la caisse d'épargne, les plus de 40 ans s'en souviennent. Caroline Pilastre. Oui, c'est sûr qu'avec la crise de la Covid et les différents confinements, plus l'hyperinflation sur les produits de première nécessité, ainsi que la pénurie des matières premières que nous sommes en train de vivre à cause de la guerre en Ukraine, ça n'a malheureusement rien arrangé pour beaucoup d'entreprises. La question que je voudrais vous poser, monsieur, on a souvent parlé durant ces crises de l'hôtellerie et de la restauration qui ont été extrêmement impactés. Est-ce que ce sont les seuls domaines à avoir autant subi de faillite ou y en a-t-il d'autres ? Caroline, il y a quand même différents secteurs qui ont été extrêmement touchés. Il y a là tout ce qui est ce qu'on appelle l'alimentation générale. Vous savez, ces petits commerces de proximité qui vous vendent jusqu'à parfois 22 heures ou pas d'heure des biens dont on a besoin parce qu'on a oublié de l'acheter en rentrant du bureau, tout simplement parce qu'on a oublié dans sa liste de courses. Il y a aussi l'habillement. C'était rappelé par Philippe tout à l'heure. David, plus de 34% dans l'habillement, tout ce qui est restauration. C'était l'automobile, moi j'ai dit 33% l'automobile, oui, notamment. 34% l'habillement. Oui. Voilà. On a les coiffeurs, les instituts de beauté, les services à la personne et bien entendu l'hôtellerie-restauration, avec aujourd'hui une problématique où on a des difficultés pour un certain nombre d'entre eux qui voulaient avoir des terrasses à Paris pour laquelle la mairie a limité le nombre de terrasses, alors que, vous savez bien, même s'il y a eu des aides, ils ont payé fort le prix des fermetures. Mais je pense aussi aux salles de sport, parce que les salles de sport, sur 2 ans, elles ont été fermées 12 mois. Les salles de spectacle, les salles de cinéma, regardez à Paris-Île-de-France, le regroupement de nombre de salles où on a de moins en moins de salles de cinéma qui sont indépendantes. Et voilà. Et demain, ce sera aller au cinéma, ce sera comme aller au musée. C'est-à-dire qu'il faudra chercher l'endroit et le bon moment. Donc ça, c'est une réalité. Il y a aussi peut-être un chiffre que vous n'avez pas donné, c'est que jusqu'à présent, ce qui était plus difficile, c'était les 3 premières années. C'est-à-dire qu'on considérait que plus de la moitié des entreprises fermaient au bout de 3 ans. Si on avait passé la 3e année, c'était qu'on était viable. La crise a montré que c'est plus 3 ans, c'est 5 ans. Donc on s'est pris 2 années dans la vue. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus au bout de 3 ans qu'on est viable, c'est au bout de 5 ans. Si on a réussi à passer les 5 années, c'est qu'on est viable. Et aujourd'hui, il y a 50% des entreprises qui ferment dans les chiffres qui ont été donnés, qui ont moins de 5 ans. Donc vous voyez un petit peu la difficulté de pouvoir se maintenir à flot dans une situation qui est à la fois d'un contexte de concurrence nationale, mais aussi de concurrence internationale. Jean Dorido. Oui, non, moi je m'interroge effectivement un petit peu sur bon, vous l'avez dit, les profils de ces entreprises qui déposent le bilan ou qui sont en cessation de paiement. J'ai lu effectivement dans Le Monde qu'on est souvent dans des très petites structures. Oui. Et comme le disait Bernard Cohen-Haddad, de moins de 5 ans en général d'existence. Oui, c'est ça. Et donc c'est un fait, j'ai le sentiment que depuis pas mal d'années maintenant, il y a une réponse des pouvoirs publics au problème de l'emploi qui est
justement, dans le sens de la Startup Nation, allez-y, créez votre emploi, devenez un travailleur indépendant, montez justement une petite boutique de sandwich ou de je ne sais quoi. Bref, prenez votre vie en main. Et j'aimerais avoir le regard de Monsieur Cohen-Haddad sur justement la situation de ces personnes qui me semblent être très isolées. Je n'ai pas le sentiment. Alors il y a des aides financières, le fameux quoi qu'il en coûte. Oui. Pour autant, je n'ai pas l'impression, moi je le vois à travers mes clients qui viennent me voir au cabinet, qui sont parfois des personnes à leur compte, qui m'expliquent à quel point un rappel d'URSSAF, par exemple, peut les mettre complètement dans le rouge. Vous avez l'URSSAF qui va vous demander, mais parfois des dizaines de milliers d'euros, comme on vous dirait, tiens, passe-moi le sel, quoi. Enfin, ça vous tombe dessus comme ça. Et j'ai le sentiment que ces personnes sont un peu isolées. Je n'ai pas l'impression, à moins qu'il s'agisse d'une méconnaissance, qu'il y ait des aides dans le sens de l'accompagnement, des conseils, dire voilà, madame, monsieur, on va vous aider. Un petit peu comme il y a des travailleurs sociaux, je dirais, pour les individus qui se retrouvent complètement dans le rouge et on va voir le travailleur social dans son CCAS de quartier et voilà, la personne dit bah, attendez, je vais vous aider, je vais faire un courrier, je vais demander un échéancier. Bref, vous êtes un petit peu assisté dans le bon sens du terme. Là, je n'ai pas le sentiment que pour les personnes qui sont parfois des toutes petites structures et qui sont complètement, je dirais, noyées dans tout l'administratif de leur entreprise, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une prise en charge à la hauteur des besoins. Bernard Cohen. Alors, Jean, si vous me le permettez, ma raison d'existence, ma raison d'être, c'est d'aider ce type d'entreprise dont je fais partie. Sinon, je ne serais pas là dans l'engagement patronal. Rappelez-nous le numéro. Alors, est-ce qu'il y a un numéro vert? Est-ce qu'il y a quelque chose? Je vais vous dire, le numéro je vous donnerai le téléphone de Bernard Hoff. Voilà, mais je peux vous dire parce que je crois qu'il faut quand même aussi... sur l'Île-de-France, on a eu près de 5000, on a une seule île de crise de 5000 appels, on a eu des hommes et des femmes en pleurs, et à la fois des salariés, on a eu beaucoup de familles en détresse, j'ai accompagné avec mes équipes plus de 1700 entreprises, donc vous voyez, comment dirais-je, c'est quand même pas rien, ça ne veut pas dire qu'on règle la situation de chacun, chaque situation est différente, y compris, vous l'avez bien dit Jean, à travers la dette URSSAF et ce que j'appelle la dette sociale, parce qu'il n'y a pas que l'URSSAF, il y a toutes les dettes sociales et les dettes fiscales, où on a obtenu quand même un échéancier, mais un échéancier, ça ne veut pas dire qu'on efface la dette. Ah ben non. Donc, on a obtenu, on a obtenu, alors moi je prêche pour ma paroisse, on a obtenu quand même 50 millions d'euros de suppression de dette de la région Île-de-France et de la métropole du Grand Paris pour les prêts aux TPE-PME. Donc ça a été un travail qu'on a mené ensemble, mais ça n'a pas été facile parce que quand j'avais proposé de supprimer cette dette, on disait au fou, comment on efface une dette quand on ne peut plus payer? La seule solution, c'est d'effacer la dette, y compris on le fait pour les États étrangers. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas pour nos TPE-PME. Bravo. Oui. Donc effectivement, on a obtenu 50 millions d'euros de dette du prêt résilience d'effacement pour les TPE-PME. Donc c'est un premier point. Mais vous avez raison, Jean. Il y a de l'accompagnement et puis il y a aussi une réalité, c'est que la capacité à nos entrepreneurs à pouvoir rebondir. Moi, je considère que la dette de l'État, c'est aussi la dette des entreprises et que aider une entreprise et sauver un emploi, ça a du sens. Ah oui. Sauver des savoir-faire, ça a du sens. Promouvoir le Made in France et le Made in Île-de-France, ça a du sens parce qu'on a comment dirais-je, une réalité de l'enjeu d'entreprise, du projet d'entreprise, tout simplement de la transmission des savoirs. Si on n'aide pas nos entreprises, eh bien, on n'aura plus d'identité. Et cette identité de nos savoir-faire et nos métiers, on doit en tout cas pouvoir le faire. Mais il faut le reconnaître, il y a aussi des chefs d'entreprise, hommes et femmes, qui jettent l'éponge parce que la crise a anticipé leur départ à la retraite. Ah oui, à une ou deux années de la retraite, eh ben, on ne va pas mouiller le maillot parce que, si vous voulez, l'amoncellement de la dette fait qu'au bout d'un moment, vous ne pourrez plus payer. Parce que même si vous avez des PGE, même si vous avez les prêts bancaires, au bout d'un moment, il faut régler tout ça. Et il y a des moments où le jeu ne vaut plus la chandelle. Et c'est un peu dommage parce qu'on perd, je vous le dis,
des lumières dans les rues et du lien sociétal. C'est ça aussi qui m'inquiète avant. Les vraies voix, 17h45, notre premier débat, plus 34,6% de faillites d'entreprises. Est-ce la conséquence de la fin du quoi qu'il en coûte? Vous êtes 91,1% à dire oui. Vous voulez réagir? C'est le 0826 300 300 et on y retourne dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio, 17h20, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Billigère, Caroline Pilastre, Jean Dorido. Notre premier débat, plus 34,6% des faillites d'entreprises. Est-ce la conséquence de la fin du quoi qu'il en coûte? Vous êtes désormais 90,5% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Nous sommes en compagnie de Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Île-de-France, et le 0826. On y va tout de suite, ça va faire plaisir à Bernard Cohen-Haddad puisque c'est en Île-de-France. Bonsoir Julien. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que pour vous, c'est plus 34,6%, ce qui n'est pas rien, c'est ce que disait Bernard Cohen-Haddad d'entrée de jeu, c'est la conséquence de la fin du quoi qu'il en coûte? Alors, pour moi, c'est clairement la conséquence et c'est surtout l'inconséquence de ce gouvernement, puisqu'en fait, le PGE, c'est ni plus ni moins qu'en fait la mise en place d'un système qui a permis la survie d'entreprises zombies. D'entreprises qui, de toute façon, n'auraient jamais tenu la moindre crise, étaient vouées à mourir de leur belle mort en très court terme et qui ont juste eu le droit d'emprunter, j'ai dit bien d'emprunter, le droit d'emprunter à un taux de 2 à 2,5% à des banques. Le tout étant protégé par l'État, par le gouvernement. C'est ça le PGE, c'est le prêt garanti par l'État. C'est-à-dire qu'en fait, on a un système où il n'y a qu'un seul gagnant, c'est toujours la banque. C'est-à-dire que soit l'entreprise, elle arrive grâce à cet argent à survivre, à passer le cap de la crise, et donc elle va rembourser sa dette, donc elle rembourse les intérêts, les ajouts qui vont avec, donc elle renfloue la banque, soit elle n'y arrive pas et c'est l'État, donc nous les citoyens qui allons payer pour cette entreprise qui a fait faillite. Donc en fait c'est un gouvernement de banquiers par un banquier pour les banquiers, ni plus ni moins. Quand on dit Macron président des riches, je pense que là on en a l'exemple flagrant. Alors justement, merci beaucoup Julien d'Île-de-France. Je vais faire réagir Bernard Cohen-Haddad et ensuite Jean Dorido. J'ai un message, on a un message de quelqu'un qui travaille dans la banque et qui me dit la chose suivante: ne pas oublier que la faillite des entreprises ayant réalisé des PGE va avoir de graves conséquences sur le budget de l'État, car l'État est garant à 90% des encours des PGE. Qu'est-ce que vous pensez des propos de Julien et de la remarque de David, Bernard Cohen-Haddad? Je crois qu'il faut peut-être tordre le cou à un certain nombre d'idées reçues. Les banques, elles ne prêtent pas s'il y a un risque de défaut. Ça fait partie des contraintes, ce qu'on appelle prudentielles, et elles ne sont pas garanties si elles prêtent alors qu'il y a un risque. Et je peux vous assurer que le nombre d'interventions que j'ai pu faire, le nombre de dossiers qu'on a pu monter pour pouvoir obtenir des PGE et que les entreprises ne les ont pas eues, parce qu'il y en a beaucoup qui ne les ont pas eues parce que tout simplement elles n'étaient pas viables. Les banques n'ont pas toujours prêté et elles n'ont pas ouvert le porte-monnaie s'ils n'étaient pas sûrs d'avoir la garantie de BPI-France, la garantie de l'État et bien entendu d'avoir ce risque de défaut, c'est-à-dire de ne pas avoir les bilans comptables qui permettaient de remboursement. Certains aujourd'hui jettent l'éponge, comme on l'a dit, parce qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé, qui n'était pas prévu dans le quoi qu'il en coûte, c'est les difficultés d'approvisionnement des matières premières, l'augmentation du prix des matières premières. Dans certaines matières premières, que ce soit dans l'électricité, que ce soit dans la plasturgie, ont augmenté de 100% en quelques semaines. On ne peut pas répercuter cette augmentation sur le client et sur le consommateur in fine. Il y a aussi, et vous le voyez bien, à travers le coût de l'essence et le coût de l'énergie, on a une augmentation superfétatoire des prix des énergies, et tout ça, ça a un coût sur les petites entreprises qui n'ont pas de fonds propres, qui n'ont pas de capacité aujourd'hui d'amortir ces coûts nouveaux. Donc la réalité est là. Mais je ne vous le dis vraiment parce que j'ai vécu des misères et je vis aujourd'hui des misères et des difficultés pour toutes les entreprises. On n'a pas donné de l'argent à ceux qui n'en méritaient pas, en tout cas chez les petites entreprises. Et le dire, c'est vraiment pas peut-être connaître le sujet. En tout cas, si ça a été fait, ça a été fait vraiment de manière parcimonieuse. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu sur mon territoire. Jean Dorido veut réagir. Oui, tout à fait. Pour répondre à Julien et compléter ce qui vient d'être dit par Bernard Cohen-Haddad, je ne suis pas d'accord avec Julien quand il dit qu'on a prêté de l'argent à des entreprises qui allaient mourir de leur belle mort. Non, pas du tout. On a traversé une pandémie. Vous prenez une brasserie. Tout le monde connaît une brasserie, voilà, qui fait à manger tous les jours. Évidemment, la brasserie, elle est fermée. Donc, il y a 0 € qui rentre. Et vous avez des personnes qui ont des prix de gérance à payer, qui
continue, parce que le type qui a mis sa brasserie en gérance, bon bah oui, lui il compte sur l'argent pour payer ses autres emprunts. Donc évidemment que la boutique elle est fermée, il n'y a pas d'argent qui rentre, il faut bien emprunter de l'argent pour réussir justement à payer le chômage partiel, à faire vraiment certains fournisseurs, etc., négocier pour tenir tant que la boutique est fermée. Et puis le jour où ça réouvre, ben là, vous êtes censé pouvoir rembourser votre prêt. Toutefois, ça a été dit, si il y a plus autant de clients qu'avant, parce que peut-être les gens épargnent davantage, parce qu'ils sortent moins au restaurant, et ben ma foi, vous êtes macache et vous pouvez pas assurer votre boutique. C'est la même chose pour les boutiques de vêtements, c'est la même chose pour le spectacle vivant. Vous avez un patron de théâtre. Ah oui, sa boutique elle est fermée, il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus rien. Bon, il faut quand même payer le personnel, il faut quand même payer les charges, les locations, les loyers, etc. Donc on a besoin d'emprunter. Et effectivement, je reprends ce que disait Bernard tout à l'heure pour répondre à Julien. Certes, bien sûr, l'État est garant, c'est notre argent. Toutefois, on est quand même bien content. On voit regarder le problème de certaines villes en France avec des centres-villes qui sont complètement morts. Il n'y a plus de boutiques. Ça, c'est terminé. Et dans les villes moyennes notamment. Une chemise, un truc, n'importe quoi, prendre un verre en terrasse, tout est fermé, il n'y a plus rien. Et donc après, tout le monde pleure, dit oui, les centres-villes. Donc effectivement, c'est collectivement notre responsabilité à tous de faire en sorte que ce pays puisse vivre quand même. Bernard Cohen-Haddad. Non, mais je crois que Jean a totalement raison. On est en phase. Je pense que tout cela, il y a aussi une difficulté que j'avais oubliée parce que je suis un professionnel des médias, mais on a connu ces derniers mois des vraies crises de recrutement et donc pour des métiers en tension comme les métiers de la santé, pour l'hôtellerie-restauration, pour la petite industrie. Il y a des personnels qui ne veulent plus y travailler parce qu'on termine tard le soir où c'est pénible et la crise a rebattu un certain nombre de cartes. Je vous rappelle des chiffres. Moi, j'ai des chiffres que je connais pour l'Île-de-France. On a 750 000 demandeurs d'emploi en Île-de-France, 440 000 demandes d'emploi non pourvues. Donc, y compris quand vous êtes dans la restauration et y compris chez les chefs étoilés, on ne trouve plus de personnel pour pouvoir tenir un certain nombre de parties. Donc, vous voyez de brigades. Donc, il y a une vraie réalité aussi liée à un manque de compétences. Tout ça fait qu'on arrive à une difficulté supplémentaire qui n'est pas uniquement une difficulté financière, mais quand le chef d'entreprise n'a pas confiance à sa capacité de rebondir, il est sage qu'il s'arrête parce qu'il ne peut qu'accroître la dette. Et souvent, pour beaucoup d'indépendants, je sais qu'avec Jean, on est au moins deux autour de cette table, c'est nos revenus personnels qui sont en cause. Une dernière question, Bernard Cohen-Haddad, il nous reste 1 minute, mais si on fait un peu d'extra, c'est pas grave. Avec l'explosion du coût des matières premières, vous en avez parlé, notamment quand vous signez des chantiers avec des prix X et que votre matière première, elle augmente et que vous pouvez pas les augmenter, est-ce que ces 9 972 entreprises qui ont fait faillite au premier trimestre, c'est pas peut-être un bon chiffre par rapport à ce qui va arriver ? Je crois que paradoxalement, on n'a pas vu le fond de l'iceberg. Oui, effectivement, hein, c'est pas ce qu'il y a sous l'eau là. Hein. On est sur une première catastrophe et ce qu'il faut, c'est cette solidarité. C'est pour ça qu'il est important que, je le dis aux auditeurs et à ceux qui nous regardent, d'aller dans les commerces de proximité. Hein. Quand même acheter une baguette chez le boulanger, c'est peut-être 10 centimes de plus, mais c'est du savoir-faire, c'est de la solidarité, c'est du sociétal, c'est du lien humain. Et c'est de la qualité. Et aller aussi chez votre boucher, chez votre fromager, chez votre pressing, chez votre esthéticienne, chez votre coiffeur. Essayez de faire marcher les gens qui vous entourent. On l'a dit ensemble, un centre-ville qui est triste, et après prendre sa voiture pour aller à l'hypercentre commercial et faire 20 km, c'est pas sexy quand même. Hein. Surtout au prix où est le litre de carburant aujourd'hui, c'est pas sexy et c'est surtout pas rentable. Merci beaucoup Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris-Île-de-France. Verdict sur Twitter. Plus 34,6% de faillite d'entreprises. Est-ce la conséquence de la fin du quoi qu'il en coûte ? Vous êtes 90,6% à dire oui. À 18h30, notre grand débat. Les candidats qui lancent un appel aux dons vous choquent-ils ? C'est un score encore plus élevé, vous êtes 95,1% à dire oui. On se retrouve dans quelques instants avec les...